C'est en mai 1804 que mon histoire commence. Je porte le nom de François d'Aix de la Chaise, dit le père Lachaise, alors prêtre confesseur de Louis XIV. Si un jour te vient l'envie de me rendre visite, tu seras accueilli par une lourde porte à battants, ornée de sabliers ailés en médaillons. Rapproche-toi alors d'un peu plus près pour y lire les intentions que je porte auprès de mes habitants. Tourne la tête à gauche et je te dirai que leur espérance est pleine d'immortalité. Tourne ensuite la tête à droite et tu liras « Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra ». En 1817, je ne suis pas le favori de la population parisienne. Je suis trop excentré et situé dans les hauteurs. Je ne compte qu'une soixantaine de résidents depuis ma première arrivée, Adélaïde Paillard de Villeneuve. Le préfet de Paris, Gaspard de Chabrol, décide alors de transférer dans mon antre, Molière, La Fontaine, mais aussi de rappeler des défunts d'un autre temps. Je fais partie des premières femmes à qui a été donnée une éducation scientifique en France. Des siècles après ma mort en 1172, on est venu me chercher pour utiliser mon histoire comme appât romantique. Je suis connue pour avoir rencontré Abélard, alors que je n'avais que 16 ans. Au plus haut de son succès, à 34 ans, cet enseignant en mathématiques de la cathédrale Notre-Dame de Paris devient mon précepteur, puis mon amour et mon amant. Mon oncle a toujours désapprouvé cette union, et malgré notre fuite vers la Bretagne, des hommes sont venus chercher Abélard pour le castrer. Nous sommes ensuite tous deux entrés dans les ordres religieux. Je suis considérée comme la première femme ayant écrit sur l'amour libre et le désir féminin. Mais on se souvient surtout de moi comme le symbole de la passion amoureuse. Ce que l'on sait moins, c'est que j'ai dédié la fin de ma vie à encourager l'accès des femmes à l'éducation, notamment en créant l'abbaye du Paraclet, le premier ordre monastique entièrement féminin. Mon modèle de femme religieuse savante ne me survivra pas. Comme beaucoup de mes voisines, qui sont venues se reposer à mes côtés au fil des années, seule une partie de ma vie a pu traverser les âges et le temps. Si Anonyme dans l'histoire était une femme, laissez-moi pourtant ce plaisir post-mortem de vous en présenter parmi mes plus chères. Si la révolution se fait, on pourra bien l'appeler la révolution des femmes, car elle aura été conduite par deux mégères de distinction, Louise Michel et moi-même. Vous qui m'écoutez, et qui n'avez probablement que peu entendu parler de moi, vous ne connaissez pas la famine, ni la pauvreté, dans laquelle la moitié des Parisiens ont tragiquement évolué ces dernières années. C'est une fois de plus la Prusse, contre laquelle il était idiot d'aller en guerre, qui nous plongea dans cette terrible misère. Nous voulons une démocratie à scrutin direct, et plus de cette assemblée constituante représentative. Ces idées profondément citoyennes auront conduit nos plus fidèles communards à se faire fusiller par les Versaillais en fin d'après-midi de ce mois de mai, là où s'érige aujourd'hui le mur des fédérés. Après cet épisode, je me suis enfuie en Suisse où j'ai péniblement subsisté. Lors de l'amnistie des communards, je suis revenue à Paris et ai écrit pour le quotidien féministe La Fronde de mon amie Marguerite Durand. Moi, je suis Paul Minck, et lorsque j'ai rejoint ma dernière demeure en 1901, c'est le Paris révolutionnaire qui m'a fait l'hommage d'organiser des funérailles selon mon cœur. Drapeau rouge, international et carmagnole. Discours enflammés sur la commune et sur l'émancipation de la femme, sans oublier la baston corsée entre la police et ceux venus m'honorer. En 1899, je suis désormais considéré comme le maire de la ville des morts, et chaque année, j'accueille des résidentes et résidents au parcours et aux histoires toujours plus fascinants. Moi, je suis Anna Klumpe, moins célèbre que ma compagne, que j'ai pourtant admirée de l'autre côté de l'océan depuis que je suis toute petite. Ma tendre amie était convaincue que les animaux avaient une âme, et elle avait une manière bien à elle, certains diront même spectaculaire de les représenter.
C'est en 1853, avec son tableau de grande envergure, Le marché aux chevaux, qu'elle acquiert sa notoriété. Les chevaux, c'est aussi cela qui aura guidé notre rencontre. Aujourd'hui, son prénom et son nom sont associés principalement dans la tête des Parisiennes et des Parisiens à un esprit festif, de guinguette. Rosa Bonheur, avoir été près de toi était une divine affection. Près d'une dizaine d'années après l'arrivée de Rosa, j'accueillais Rufina Noguerat. Rufina fait partie de ces êtres qui auront eu autant de succès vivant qu'à titre posthume. Chaque mercredi, elle organisait dans son salon des séances de spiritisme. Elle m'a expliqué avoir été alertée par un esprit sur la nécessité de rédiger un ouvrage traitant de la communication entre les morts et les vivants, Écho de l'au-delà, un récit comprenant près de 25 ans d'observation de phénomènes médiumniques. Surtout Rufina est chaleureusement surnommée « Bonne Maman » pour la bonté et l'amour qu'elle a dégagé au cours de sa vie et celle qu'elle continue de donner aux vivants. La légende voulant que se recueillir sur sa tombe soulagerait de la solitude. En 1913, je suis classé comme monument historique et j'attire de plus en plus les voleurs. La bande du Losange notamment, des antiquaires et des soldats qui pendant près de 3 mois vont piller chapelles funéraires et tombeaux, 70 en tout seront concernés. Il est vrai que depuis près d'un siècle, mon espace s'est considérablement étendu et représente un véritable patrimoine en matière d'art funéraire, sculptures, bustes, chapelles, caveaux, gravures. Petit à petit, je prends des allures de musée à ciel ouvert. Moi, je suis Marguerite Siamour, sculptrice reconnue de mon temps. L'une de mes œuvres, le buste de Frédéric Cournier, ancien député et communard figure, non loin de là où je repose dans le columbarium. Vous, qui avez visité le Père Lachaise, avez-vous prêté attention à toutes ces représentations d'hommes? De mon vivant, il m'a souvent été commandé des sculptures de ces grands hommes ayant défendu les droits civiques et la liberté, Voltaire, Charles Fourier, Jean Massé, de leurs bustes et de leurs visages détaillés, qui devaient représenter la sagesse, mais si peu de femmes. Mes amis de la Fronde m'ont commandé une fois la réalisation du buste de Marguerite Durand, mais l'une de mes réalisations favorites demeure Sappho, endormie, qui repose aujourd'hui, loin de moi, au sein du musée de Cambrai. Quel honneur pour moi que de raconter la grande Camille Dugast, fan inconditionnelle d'automobile que je suis. Pilote hors pair, première femme à détenir le permis automobile, Camille se verra pourtant refuser de concourir aux courses de voitures en France après avoir réalisé celle du Paris-Berlin en 1901. Une décision injustifiée de l'Automobile Club de France en 1904 qui la poussera à se lancer dans les courses de bateaux à moteur, puis de devenir exploratrice à travers plusieurs séjours au Maroc. Intrépide et engagée dans la Ligue des droits des femmes, Camille s'est à la fin de sa vie consacrée à la défense des animaux, en devenant présidente de la Société de protection animalière. Missy, je vous retrouve donc ici à me citer dans cette allée. Vous qui êtes arrivés 2 ans après moi avec vos bottes, votre pantalon dont on accordait alors seulement le port à Rosa et votre cigare. Quel coup avec Colette lorsque dans le spectacle de mime au Moulin Rouge, vous vous embrassiez devant une scène scandalisée. Monsieur le Marquis, les insultes qui vous ont été proférées par la presse de la belle époque de désexués au visage mou prouvent que cette époque qui ne questionnait pas le genre n'était pas faite pour vous. Vous n'êtes pas tombé dans l'oubli et l'on vous raconte encore aujourd'hui. Je suis Madeleine Castin et vous me connaissez sûrement pour la décoration des intérieurs et le devenu célèbre Bleu Castin.
Toute ma vie, je l'ai consacrée à faire de la poésie avec du mobilier. J'ai rejoint le columbarium du Père Lachaise en 1992, plutôt serré comme espace pour pouvoir y exprimer mes talents. Alors j'apprécie toujours lorsque les tombes des nouvelles et nouveaux arrivants présentent quelques formes d'originalité. En la matière, je dois dire que c'est Delphine Palazzi, aussi appelée DJ Sextoy, qui est devenue détonner dans le style funéraire bourgeois et classique du Père Lachaise. Delphine est arrivée en 2002 à l'âge de 33 ans. Elle a été la première DJ française à s'imposer sur la scène internationale et à proposer des happenings, mélangeant son goût pour le cinéma asiatique à une culture musicale techno house. Mais Delphine a aussi été fer de lance de toute une culture lesbienne underground. Elle s'est fait connaître au Scandalo, un des premiers bars lesbiens de Paris, où régnait une ambiance électrique entre fluidité de genre, body customisé et féminisme exalté. Une âme précurseur des nuits parisiennes, plus mixte et plus queer, qui continue d'animer nos nuits parmi les résidents. Comme le souligne Madeleine, je suis un peu malgré moi le fruit d'une esthétique funéraire relativement classique, bourgeoise et très occidentale. J'essaie alors d'accueillir des projets contemporains. Il existe à un endroit très précis du cimetière un aménagement doté d'un énorme appareil photo, la mémoire nécropolitaine. Il s'agit du travail d'André Chabot qui a photographié près de 200 000 clichés de tombes à travers le continent pour conserver un lien entre le passé et le présent et le futur. Pourtant, le cimetière manque encore d'art funéraire féministe et de représentation de femmes. J'en discutais il y a peu avec Françoise Janicot, qui nous a rejoints en 2017. Photographe elle aussi, ses performances dites d'encoconnage, réalisées à la suite des manifestations de 1968, invitaient à dénoncer l'infériorité des femmes dans la société et leurs conditions de vie. Le fait d'être bâillonné renvoie à toutes les contraintes qui pèsent sur les femmes et qui les empêchent de se mouvoir tant dans leur maison que dans leur réalisation à l'extérieur. Ce bâillonnement renvoie aussi à l'invisibilisation culturelle. J'espère que le siècle suivant sera mémoriel et que tous les combats, écrits, performances réalisées par toutes ces femmes seront connues auprès d'un plus grand public. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Depuis quelques années, les membres des Toussaints féministes sont de plus en plus nombreuses. Mon site a été actualisé et on y retrouve l'ensemble des travaux qui contribuent à visibiliser les personnes au parcours féministe et inclusif et leurs trajectoires époustouflantes. Mère Lachaise de Camille P., les voisines de Mélanie Vandamme en sont les pionnières et ont donné la voix à un ensemble de compositions, écrits, audio, vidéos qui commémorent ces histoires et aussi celles que l'on connaît moins, reposant dans des cimetières à travers la France. Tandis que ces mouvements se sont multipliés, ont été aussi entrepris de nouvelles restaurations. Pour que les sculptures, gravures et tombeaux qui m'embellissent rendent aussi la part belle à ce que les personnes étaient de leur vivant et sans vision stéréotypée. Aussi, plusieurs sociétés funéraires, artistes féministes et sculptrices se sont alliées afin de diversifier les représentations des êtres qui m'habitent. Pour ne pas me dénaturer, des techniques traditionnelles de restauration de pierre ont été utilisées et ainsi on ne distingue plus à quelle époque quelle statue a été retaillée ou ajoutée. C'est un espace intéressant qui s'est ouvert cette année près du columbarium. J'ai pu l'inaugurer et ai été, par la même occasion, reconnue comme la mère de la ville des morts, reprenant le titre sans le nom de mon vieil ami. Imaginez un peu mon plaisir que de continuer à agir, près de 1000 ans après mon trépas. Je vous présente donc la bibliothèque des ancêtres. Ici, chaque personne qui l'aura souhaité de son vivant peut être consultée, selon les données enregistrées qu'elle aura choisi de faire connaître à ceux qui lui succéderont. On peut être sollicité de manière écrite, sous forme de bottes numériques, mais aussi de manière plus incarnée à travers l'écoute de notre voix et une représentation choisie d'un des âges de notre vie.
Cela fait seulement quelques mois, mais je dois dire que je suis surprise par le nombre d'étudiantes et étudiants qui se pressent à l'entrée et passent la journée à discuter et à se reposer sous les arbres du cimetière. À travers les âges, il reste un espace de paix pour les vivants qui n'ont de cesse d'en vanter ses bienfaits. L'influence grandissante en Europe de l'association Pax Funèbre, défendant l'humusation, n'aura eu de cesse de croître. En 2072, plusieurs années après que la France ait légalisé cette nouvelle forme de funérailles, mon paysage n'a fait que se transformer. Être de 2024, vous n'en êtes peut-être pas familier. L'humusation est un procédé de transformation des corps humains en humus, une méthode écologique de compostage qui vise à rendre le corps à la nature tout en fertilisant le sol après la mort. Ces nouvelles funérailles ont aussi fait évoluer mes grilles tarifaires. Une concession à perpétuité s'élève en mon sein aux alentours de 18 000 € et l'humusation coûte environ 2 fois moins cher. Surtout, la diversité des esprits accueillis par cette pratique nouvelle est venue se marier à un développement certain de ma faune et de ma flore. De nouveaux oiseaux et de nouvelles plantes font aujourd'hui partie de mes habitants et résistent de mieux en mieux aux vagues de chaleur intenses connues par la ville. De grands jardins et musées à ciel ouvert, je suis devenue le refuge et la garante d'une tiédeur conservée. Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre 2112 et l'arrondissement des Morts organise son énième fête des voisins, accueillant avec douceur ses nouvelles et nouveaux habitants. C'est une journée particulière parce que c'est le seul jour de l'année où les vivants sont autorisés, en dehors de la bibliothèque des ancêtres, à venir les ranimer près de leur tombe. Les morts sont au fil des ans, devenus de moins en moins tabous. On ne cherche plus tant à les cacher et les générations sont avides de les connaître. Mais pour ne pas brusquer l'équilibre des choses des humanités, les retrouvailles sont contrôlées. Les familles organisent des pique-niques dans les espaces boisés et les morts qui ne sont pas visités peuvent être trouvés et ranimés près du monument aux morts. On peut y découvrir leurs histoires et leurs récits intimes, de guerre, de joie, de succès, de défaite et de bonheur. Tout ce qu'ils auront souhaité donner à ceux qui, d'un autre âge, n'auraient pas eu la chance de les rencontrer. Toi que dans cet instant on vient rendre à la terre, peut-être enviais-tu la paix du cimetière. Ah, tout est froid déjà. Son cœur jadis brûlant n'a pas même un soupir, un léger battement. Mais l'ombre n'est jamais une sœur du matin. Je veux me reposer avant d'être lassée. Je ne veux qu'essayer quelques pas du chemin.